Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames, messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Il y a tout juste un an, soit le samedi 19 juillet 2025, le Centre d'études interdisciplinaires sur les médias en Haïti, le CIMH, avait eu l'occasion de lancer officiellement la formation intitulée Programme de renforcement des capacités médiatiques pour la gouvernance démocratique en Haïti. Cette formation avait permis à des journalistes, à des blogueurs, à des influenceurs, des étudiants d'acquérir un ensemble de compétences essentielles ou encore de renforcer leurs compétences techniques, éthiques et critiques afin de mieux exercer un journalisme de qualité au service de la société, notamment dans un contexte de démocratie. Aujourd'hui encore, le vendredi 17 juillet 2026, nous avons le plaisir d'annoncer officiellement le lancement d'une deuxième cohorte de cette formation réalisée en partenariat avec l'Université Nelson Mandela d'Haïti et rendue encore une fois possible grâce au soutien du gouvernement du Québec par l'intermédiaire du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Les objectifs n'ont pas changé: accompagner les journalistes haïtiens dans l'acquisition de compétences professionnelles solides et éthiques, renforcer leur rôle dans la promotion de la gouvernance démocratique, développer une conscience critique face aux nouveaux défis médiatiques, mais aussi et surtout de créer un réseau professionnel entre journalistes haïtiens et experts internationaux. Mesdames, Messieurs, merci encore de répondre à l'invitation. Merci à nos chers participants. Bien sûr, il y a des anciens étudiants, des anciens journalistes, alors des journalistes qui ont participé à notre ancienne formation qui sont là. On les salue aussi. Et merci aux nouveaux qui vont nous rejoindre, les influenceurs, les blogueurs, les étudiants. Merci à tout le monde. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais demander au docteur Wisnik Panier, directeur du centre, de procéder à son allocution de bienvenue. Wisnik, je vous cède la parole. Je vous remercie, monsieur le modérateur, de me donner la parole. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je n'ai pas encore confirmé qu'il est là, docteur Demero Vigeonnet, et madame la sous-ministre adjointe aux affaires multilatérales et à la francophonie du gouvernement du Québec, madame Marie-Josée Audet, et monsieur le président de l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, docteur Erol Toussaint, Monsieur le recteur de l'Université Nelson Mandela d'Haïti, Maître Sistanis Jean Ronel, Monsieur le coordonnateur de l'Institut Panos Haïti, Monsieur Jean-Claude Louis, et Mesdames et Messieurs les représentants des institutions partenaires, chers collègues, chers journalistes, communicateurs, étudiants, et Mesdames et Messieurs. Et c'est avec vraiment une immense joie, mais aussi un profond sentiment de responsabilité et que je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ce lancement officiel de la deuxième cohorte du programme de renforcement des capacités médiatiques pour la gouvernance démocratique en Haïti. Et permettez-moi de vous dire que investir dans les médias, c'est investir dans la démocratie parce que la démocratie ne dépend pas uniquement de la qualité de ses institutions, elle dépend aussi et fondamentalement de la qualité de l'information qui éclaire les citoyens. Une population correctement informée prend de meilleures décisions et elle participe davantage à la vie publique, elle résiste mieux aux manipulations, elle exerce plus efficacement son contrôle démocratique, etc. Donc, chers participants, chères participantes, et vous avez été retenus parmi un grand nombre de candidatures et recevez au nom de toute l'équipe du CIMH et de l'Université de Mandela et nos autres partenaires, et nos plus sincères félicitations. Cette sélection reconnaît votre parcours et elle vous confère aussi une responsabilité, car vous n'êtes pas ici seulement pour obtenir une attestation, vous êtes ici aussi pour développer des compétences qui auront un impact réel sur la société haïtienne. Chaque reportage plus rigoureux, chaque information mieux vérifiée, chaque contenu plus responsable, chaque décision éditoriale plus éthique, eh bien, constitue une contribution concrète au renforcement de notre démocratie. Donc, je vous invite à faire preuve de curiosité, d'ouverture et de rigueur, poser des questions, partager vos expériences, accepter la contradiction, remettez en question vos certitudes lorsque les faits l'exigent, car le véritable journaliste
n'est pas celui qui prétend tout savoir, c'est celui qui accepte d'apprendre en permanence. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie de la confiance que vous accordez et au CIMH et à ses partenaires. Je remercie encore une fois le gouvernement du Québec et ainsi que l'ensemble de nos partenaires haïtiens et internationaux. Je souhaite à chacun et à chacune d'entre vous une excellente formation, des riches échanges, une conférence inaugurale inspirante prononcée par l'éminent professeur Ewald Toussaint qui est là avec nous. Et merci et beaucoup de succès. Alors, je vous remercie de votre attention et monsieur le modérateur, je vous remets la parole. Merci beaucoup, Wisnik Panier, pour ces propos qui éclairent notre engagement, qui reviennent sur nos objectifs, nos activités et surtout nos perspectives par rapport aux médias, par rapport au milieu médiatique haïtien en particulier. Nous allons donner la parole au directeur exécutif de l'Institut Panos Haïti, Jean-Claude Louis. Monsieur Louis, je vous passe la parole. Merci Wilkinson. Je salue chacun de vous en vos rangs, titres, grades et qualités. Je salue également les participants qui sont là avec nous ce matin. Donc, l'Institut Panos, par mon organe, se sent honoré de soutenir cette initiative qui est menée par le CIMH et l'Université Nelson Mandela. Ces institutions qui placent les médias, nos médias, au cœur de la gouvernance démocratique. Et les médias ne sont pas de simples témoins de la démocratie, ils en sont les acteurs essentiels. Dans un pays marqué par l'instabilité politique, l'insécurité et les fragilités économiques, les médias et les journalistes demeurent un pilier incontournable. Ils sont à la fois vecteurs d'information, contre-pouvoir citoyen et espace de dialogue. Ils contribuent à la transparence et à la cohésion sociale. Mais pour remplir cette mission vitale, ils doivent affronter des défis majeurs. Et ces défis ont été soulignés par M. Panier dans son intervention, à savoir l'insécurité qui menace la liberté de la presse et la sécurité des journalistes, la désinformation qui fragilise la confiance du public dans les médias et les journalistes, la précarité économique qui limite l'indépendance des rédactions et des éditoriaux quand il y en a. Et également l'absence d'un cadre légal moderne adapté aux réalités numériques. L'Institut Panos reste un partenaire privilégié des médias haïtiens, qu'il s'agisse de renforcement de capacités ou de soutien économique lorsque cela est possible. Ce matin encore, je travaillais sur des contrats de diffusion de messages pour renforcer la vaccination de routine à travers les campagnes de rattrapage dans la Tibonite, le centre et l'ouest. Quelque chose a soudainement attiré mon attention. Le seul département du centre compte 45 radios, alors que dans les maigres ressources qu'on a, on ne peut supporter que 4 radios. Voilà l'illustration de la précarité. Et je voudrais conclure par un message d'espoir. C'est celui de soutenir l'indépendance des médias, de renforcer leurs capacités et en valorisant leur rôle. En le faisant, nous ferons le choix d'une démocratie plus solide, plus inclusive et plus résiliente. Merci à chacun de vous et bonne participation. Merci. Merci, Monsieur Louis, pour votre intervention. Je rappelle que l'Institut Panos Haïti, c'est l'un de nos partenaires je dirais, nos partenaires privilégiés au sein du CIMH. Je donne maintenant la parole à la représentante du gouvernement du Québec, Madame Marie-Josée Audet, sous-ministre adjointe aux Affaires multilatérales et à la francophonie du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Madame Marie-Josée Audet, je vous donne la parole. Je vous remercie, Monsieur Noël. Bonjour à tous, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le recteur de l'Université Nelson Mandela d'Haïti, un plaisir, Monsieur le coordonnateur de l'Institut Panos en Haïti, Messieurs les présidents et directeurs du Centre d'études interdisciplinaires sur les médias haïtiens, Monsieur le président du Conseil de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chers amis,
Je suis très heureuse d'être parmi vous à l'occasion du lancement de cette deuxième cohorte du programme de renforcement des capacités médiatiques pour la gouvernance démocratique en Haïti. Ce programme est le résultat d'une très belle collaboration qui est née entre le Centre d'études interdisciplinaires sur les médias haïtiens, le CIMH, et le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec, dans le cadre du plan de soutien 2023-2026 qui s'intitule « Engagé en faveur d'Haïti ». J'en profite pour saluer l'engagement de M. Panier. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié vos propos en guise d'ouverture. Des liens d'amitié profonds, vous le savez, unissent le Québec et Haïti depuis des décennies. C'est certainement dû à une réalité unique que nous partageons, celle de faire partie à la fois de la francophonie et des Amériques. Vous savez qu'il y a une diaspora très importante d'Haïtiens au Québec qui a participé aussi au développement du Québec. Donc, nous sommes liés d'amitié depuis très longtemps. Il y a un mois maintenant, notre première ministre, Mme Christine Fréchette, a lancé la nouvelle politique internationale du Québec. Le document doit orienter donc notre action pour les prochaines années, accorde d'ailleurs une attention toute spéciale à Haïti. Notre politique réitère que le Québec va poursuivre son engagement envers la population haïtienne à la hauteur de nos moyens et dans les domaines où notre contribution aura le plus d'impact et de répercussions. Bien entendu, on s'appuie sur les collaborations et les apprentissages du plan de soutien qu'on a travaillé à mettre en œuvre durant les 3 dernières années. Ce plan misait d'ailleurs sur l'éducation et la gouvernance, donc le lancement d'un programme de formation pour les médias en gouvernance démocratique, faisant en sorte de faire du CIMH un partenaire tout naturel dans sa réalisation. Votre participation, à vous tous, à la deuxième cohorte de ce programme du CIMH fait aussi de chacun de vous un allié. Je vous invite à tirer pleinement parti de cette expérience et de cette formation et à investir sur les relations que vous tisserez au sein de votre corps. Je salue le travail du CIMH pour le Centre d'études interdisciplinaires sur les médias haïtiens et sa contribution pour la relève haïtienne. Je vous remercie. Bonne formation. Merci beaucoup, Madame Marie-Josée Audet, pour vos propos encourageants, encore une fois, et merci pour votre confiance et merci au gouvernement du Québec de poursuivre son engagement envers nous, envers Haïti en particulier. Donc, ça nous vient droit au cœur. Merci encore. Nous devrions donner la parole au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en Haïti. Je ne sais pas s'il nous a rejoints ou s'il nous rejoindra un peu plus tard. Et d'ici là, s'il n'est pas encore arrivé, je donnerai la parole au docteur Michelot Jean-Claude qui va faire une présentation plutôt technico-pédagogique du programme. Comme ça, nous allons avoir une idée un peu plus particulière sur la technicité ou bien la pédagogie que nous allons utiliser dans le cadre de cette formation. Michelot, je vous cède le micro pour votre présentation techno-pédagogique. Merci beaucoup, Wolgenson, mesdames, messieurs, chers partenaires, chers étudiants. C'est un plaisir de lancer cette deuxième cohorte de médias et gouvernance. Nous sommes très heureux de voir le même engouement qu'on a eu l'année dernière à se répéter cette année. C'est un honneur et un plaisir. Et on a appris aussi des leçons de l'édition précédente qu'on va appliquer bien sûr dans un processus d'amélioration continue. Naturellement, j'ai prévu de faire une présentation plus ou moins technique, mais étant donné qu'il y a eu un petit changement dans la programmation, puisque je vais partager le panel avec le professeur Harold Toussaint, donc je profiterai de ce moment de discussion pendant la conférence inaugurale pour apporter quelques précisions techniques, mais déjà je peux souligner quelques éléments très importants. Et d'abord, les informations déjà transmises à nos participants. Nous avons des modules
qui touche plusieurs aspects, plusieurs thématiques, l'éthique journalistique, l'écriture, la lutte contre la désinformation, la gouvernance démocratique. Et d'ailleurs, le professeur Toussaint, avec qui j'ai eu déjà plusieurs discussions sur la conférence d'aujourd'hui, va introduire plusieurs aspects de cette question, surtout en rapport à la gouvernance démocratique, certes, mais aussi l'importance que prennent aujourd'hui les technologies émergentes appliquées aux médias. Donc, il s'agit d'un contenu harmonisé avec celui de la cohorte 1 de l'année dernière. Comme je l'ai dit, c'est un choix qu'on a fait pour rendre accessible cette formation, donc qui se déroulera à la fois en mode asynchrone. Nous utilisons notre propre plateforme de formation en ligne, mais aussi des activités synchrones, des rencontres déjà programmées. D'ailleurs, il y a la programmation déjà communiquée avec les participants sur les différentes webinaires et visioconférences qui seront l'occasion pour les participants de discuter, de débattre avec les intervenants, notre équipe des formateurs. Je vais faire l'économie des autres aspects de mon intervention pour pouvoir revenir là-dessus pendant la conférence avec nos échanges avec le professeur Toussaint. Et je m'arrête là, Wolgenson, et puis on va bientôt... Je vais revenir pour Oui, d'autres aspects. Merci encore une fois. on va vous avoir tout de suite après. Mais j'en profite vraiment avant de donner, avant de passer à la conférence inaugurale pour saluer Madame Marie-Josée Blais, qui est quand même notre point de contact entre le CIMH et le gouvernement du Québec, hein. Et elle a fait un travail extraordinaire, un travail de suivi formidable et professionnel. Donc j'en profite pour la saluer. Et quand même, elle est en ligne et ça nous fait beaucoup de plaisir. Et je salue également d'autres représentants du gouvernement du Québec qui assistent avec nous à ce lancement. En tout cas, merci beaucoup et merci aux autres participants, et que ce soit du côté haïtien ou du côté du Québec, qui assistent à cet événement. Je, je vais donner la parole à notre professeur. C'était mon professeur. J'ai toujours eu le même plaisir de lui céder la parole, hein. Donc, c'est avec plaisir et honneur que je vous passe la parole. Et bien sûr, Michelot sera là pour vous aider, enfin, pas pour vous aider, vous accompagner, hein. C'est votre ancien étudiant aussi. Donc, c'est tout un plaisir. Je vous cède la parole, professeur Toussaint. Merci beaucoup. Et je profite de cette occasion pour saluer tout le monde, je dis bien tout le monde, à partir de leur rang, de leur grade, même si je ne cite pas de nom. Et vous êtes présents dans mon cœur, je vous vois, je vous regarde. En fait, la présentation d'aujourd'hui sera une occasion de faire une joyeuse provocation. Et je joue avec les mots, je dis joyeuse provocation. Pourquoi? Parce que je vais inscrire cette conférence au cœur de la conjoncture haïtienne. Je vais vous amener non pas à Port-au-Prince, mais dans une ville de province, dans le nord d'Haïti et plus précisément dans la commune du Cap-Haïtien. Nous avons un groupe de magistrats, les trois maires, qui initient un changement. Nous ne voyons pas encore l'aboutissement, un changement. Il y a un mouvement qui est déclenché. L'équipe actuelle veut, à l'intention
d'apporter un changement de la gouvernance de la commune. Je dis bien de la gouvernance. Les citoyens sont convoqués à modifier leur comportement au niveau sanitaire. En un mot, comment passer d'une ville sale, nauséabonde, si vous me permettez l'expression, entre guillemets, à une ville propre, une ville capable de faire la fierté de ses habitants, de ses citoyens, non seulement la fierté de ses propres citoyens, des habitants, mais aussi la fierté du peuple haïtien. Nous allons partir de ce cas pour parler des médias et pour parler précisément, et je demanderai aux étudiants de noter ce terme, le débat public en ligne. Le débat public en ligne. Et c'est paradoxal pour ceux qui ne sont pas haïtiens. Comment parler du débat public en ligne pour un pays où l'on reçoit de l'électricité, dans un pays qui est constamment privé d'électricité? Et pourtant, grâce à l'Internet, grâce aux réseaux sociaux qui traversent toutes les frontières, Haïti peut avoir des débats en ligne. D'ailleurs, le débat public en ligne est un remarquable révélateur de la complexité des sociétés contemporaines. Les arènes qui le composent, ce débat public, sont peuplées de communautés d'opinion qui s'engagent dans des conflits de valeurs ouverts pour défendre leur vision du monde. Quand on parle de débat public, il sera toujours question de valeurs, de vision du monde. Il sera toujours question de diversité des manières de voir à laquelle Internet nous donne accès. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout relativiser, mais avec l'introduction de l'Internet, toutes les paroles méritent d'être entendues, quoi qu'elles disent, et quelle que soit la façon dont elles s'expriment. Et avec ça, nous sommes en présence d'une conception profondément pluraliste du débat. Et dans cette logique, le défi qui peut nous attendre consistera à construire des espaces d'échange communs qui respectent l'égalité absolue et inconditionnelle de tous les citoyens à faire entendre leur voix, tout en permettant de faire entrer en discussion des individus et des groupes qui ont des modes de pensée très différents. La question du pluralisme est donc essentielle, fondamentale dans toute société démocratique. Et nous avons voulu partir de ces idées pour jeter un premier regard sur ce que la population caproise est en train de vivre. Et ce que nous avons pu voir à travers les réseaux sociaux, à travers Facebook, il y a eu des journalistes qui ont appuyé les actions du magistrat.
Mais il y a eu également des journalistes qui ont nuancé. Bref, cet événement Capois a donné lieu à une pluralité d'analyses et d'interprétations. Mais ce qui est important dans cette recherche, je dirais, préliminaire, n'oubliez pas ce que je dis, c'est-à-dire je pars d'un cas, ce que j'ai tenté de faire, et je vais demander à mon collègue Michelot de partager avec vous quelques images que je commenterai rapidement. Donc, docteur Michelot, je ne sais pas si vous pouvez présenter à nos auditeurs, téléspectateurs, quelques images de ce qui se passe actuellement dans le nord du pays. Alors, merci beaucoup, professeur Toussaint, et pour cette mise en contexte. On parle de gouvernance démocratique, mais effectivement, on a voulu partir d'un cas précis, concret. Alors, si je peux souligner quelques points rapidement. D'abord, pour un petit rappel du cas en question. Là, nous avons une publication sur Facebook de la ville du Cap-Haïtien qui rappelle ici les efforts déployés par la mairie, la municipalité, pour améliorer l'image de la ville. Un exemple de cette initiative, c'est cet ultimatum lancé aux habitants. À partir du 31 juillet, toute la maison de la ville doit être peinturée. Il y a non seulement les démarches pour assainir les rues, enlever les détritus, tout ça. Et on a des exemples ici avec comment c'était avant et comment c'est maintenant. Bon, l'image d'à droite, c'est pas vraiment réel, mais c'est disons, c'est l'utopie en fait. C'est à quoi on aspire. Il y a des images, des décisions comme ça. Donc, quand la mairie décide de prendre des décisions fermes sur le type de véhicule autorisé à circuler, comment circuler, la gestion, disons, l'assainissement, et même les maisons personnelles, les maisons dont les façades sont sur la rue doivent être peinturées, etc. Alors, j'aimerais en profiter par rapport à ces images-là. Il y a aussi un point à souligner aussi, une ouverture vers l'international, notamment avec des rencontres avec des Chinois, tout ça, et à prendre en compte. Donc, je vous invite, comme le professeur Toussaint l'a dit, là, c'est à vraiment prêter un peu d'attention, à aller observer ce phénomène dans le Cap haïtien. Mais immédiatement, j'aimerais souligner quelques points très importants pour approfondir, je dirais, les éléments, disons, les éléments d'analyse annoncés par le professeur Toussaint. Et donc, premier point, donc, où est-ce que cette information, ce débat se déroule? C'est les réseaux sociaux, c'est pas... Il y a peut-être une ou deux médias qui en ont parlé, mais tout ce qu'on sait à propos de cet événement, c'est de ce phénomène, si on peut dire, c'est à travers les réseaux sociaux, principalement Facebook. Alors, ça nous amène à souligner un point important, ce que nous appelons dans les sciences de la communication le nouvel ordre mondial d'information et de la communication. C'est-à-dire la manière dont une société consacre un objet, un événement comme digne d'être reconnu ou transmis. Et ce que nous apporte le débat sur le nouvel ordre mondial d'information et de la communication, et sur lequel j'invite nos participants à beaucoup réfléchir, c'est que la circulation de l'information, tant sur le plan national qu'international, est structurellement déséquilibrée.
On pourrait prendre le cas du Cap haïtien pour se demander, mais pourquoi? C'est uniquement de simples citoyens avec leur téléphone, sur leur compte Facebook, qui en parlent. Qu'en disent les médias traditionnels, les journalistes, entre guillemets, professionnels, etc. Et même à l'échelle internationale. On a plutôt tendance à parler de l'insécurité, qui est vrai, d'autres cas, beaucoup plus négatifs, hein. Mais si on considère ça comme une réussite locale, une information positive, de quoi il s'agit et qu'est-ce qui explique cette absence? Donc, je pense que c'est un point, l'un des premiers points à souligner. Et puis, autre point que je voudrais souligner aussi, c'est qui porte les informations, qui diffuse les informations aujourd'hui. Ça, c'est un autre aspect. Je viens de souligner l'aspect de type d'information mise en avant, souvent ce qui est de nature plus négative, comme les crises qu'on connaît. Mais l'autre point que je voudrais souligner aussi, c'est qui parle de ces phénomènes, qui alimente ces débats. Et là, j'ai pris le temps d'observer, je tout ça me les a partagés, l'ensemble des publications faites sur la question. J'ai vu peut-être une vingtaine de posts Facebook, j'ai regardé aussi leurs commentaires, etc. Mais on va se rendre compte que les publications les plus virales, hein, ce qu'on sait à propos de ce phénomène, ne montrent rien de l'action publique, hein. C'est des publications qui dit bravo magistrat, par exemple, face à une caméra, ou quelqu'un qui lance un slogan comme ça, mais il n'y a pas vraiment un contenu structuré qui vous permet de comprendre en quoi consiste l'initiative, le projet en soi. Quand le magistrat dit, ben voilà, à partir du 31 juillet, ben, toutes les maisons doivent être peinturées, etc. Mais c'est quoi le plan? Dans quel contexte? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qui est au fond, à la base, comme politique municipale? Et où est-ce qu'on veut aller? Est-ce que c'est juste une action ponctuelle ou est-ce que c'est inclus dans un plan plus global? Et comment, quand ce cartel n'est plus là, comment ça va constituer? On n'a pas cette information et c'est là que le journaliste a une rôle importante. Parce que les personnes qui portent ces informations aujourd'hui, c'est le simple citoyen avec son téléphone ou, je ne sais pas, sur Facebook. Mais qu'est-ce qu'on sait à propos de cette question? Donc, c'est là le travail du journalisme. Et qui fait que nous avons un objet qui risque de devenir prématurément symbolique. Et je pense que l'histoire récente d'Haïti nous renseigne beaucoup là-dessus. Il n'y a pas très longtemps, le concept de canal, hein, le canal a été très en vogue. Tout le monde parle du canal KPK, canal La Pape Campé. Est-ce qu'on entend parler aujourd'hui de ça? Qu'est-ce que c'est, hein? Est-ce que c'était juste de l'euphorie ou est-ce qu'il y a quelque chose de consistant, de pérenne, de durable? C'est aussi la question à se poser aujourd'hui. Ces phénomènes que tout le monde salue et qui fait de l'euphorie, est-ce que c'est pas juste prématurément un symbole? Est-ce que il y a quelque chose à creuser ici et ce sont les journalistes qui peuvent nous aider à aller au fond de cette question. C'est pas le simple citoyen qui fait des commentaires, qui en partage. Donc ça, c'est encore le rôle de journaliste. Et c'est ça. En fait, on peut peut-être faire appel ici aujourd'hui à la question du journalisme de solution. Mhm. Et justement, c'est dont nous parlerons pendant la formation. Et puis, et dans ce contexte aussi, on parle de débat. Il y a plusieurs points à souligner, mais je vais souligner un dernier point. Là, nous sommes dans l'espace public, on connaît bien, nous serons invités à réfléchir dans des thèmes très simples avec la théorie de la communicationnelle de Jürgen Habermas, et la discussion, tout ça, et on invitera à discuter sur l'une des constances des points constants que j'ai soulignés dans les commentaires et les publications aussi, c'est une partie des voix qui demandent explicitement le maintien du maire en dehors de toute élection. Hein, on veut le maire pour 30 ans, pour 50 ans, parfois à vie. Et on voit ça dans les communications. Donc,
Est-ce que ça ne nous amène pas vers des questions d'intolérance ouverte à la contradiction? Hmm. Et donc, c'est l'inverse de la norme de discussion, la norme D qu'on abordera par rapport aux théories de la géopolitique communicationnelle. Un consensus obtenu par l'enthousiasme affectif. Hein? Mais c'est cette question dans le contexte démocratique. Est-ce que cette partie du débat qui demande à garder le magistrat à vie, hmm, on, on risque un basculement vers disons, on a besoin ici d'un basculement vers ce qu'on appelle la raison instrumentale. Il faut souligner ici, la communication ne sert plus d'intercompréhension, elle sert à produire une adhésion, un résultat, etc. Donc, c'est toute la question du débat sur la question aussi. Et puis, j'ai souligné l'aspect pérenne de la question. Donc, il y a tout un champ à partir de ce cas qu'on va approfondir, hein, pour voir, hein, aujourd'hui, qui porte le débat public, quel type d'information mise en avant. Il y a beaucoup d'éléments à souligner. Bon, comme on fait une analyse rapide sur la question, c'est pas très approfondi, on a très peu d'éléments pour mener une analyse plus approfondie, mais déjà, on souligne plusieurs pans d'une analyse qu'on peut mettre en avant par rapport à ce cas du Cap haïtien, et nous aurons approfondi cette étude des cas, et d'autres aussi, dans le cadre de la formation pendant les 6 prochaines semaines qu'on soulignera. Ben, merci pour ça. Tout ça, j'en ai profité pour placer quelques mots. Je vous redonne la parole pour la suite. Mais, en fait, il y avait eu un accord entre nous, une certaine complicité, et ça a été voulu entre nous, parce que vos commentaires m'aident beaucoup. Une façon pour dire que les médias ont une lourde responsabilité. Ils ont la responsabilité de fournir à leur public l'information honnête et complète nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie. Par exemple, face aux différents drames qu'a connu le peuple haïtien, on verra toujours une recherche ou une soif effrénée de libérateurs. Parce qu'en définitive, à partir de l'expérience du Cap haïtien, on voit un peuple qui est à la recherche et à la conquête d'une nouvelle fierté. Et attention, ce n'est pas un problème purement nordiste ou capois. Moi, je pense qu'à l'intérieur du pays, il y a des mouvements, il y a des groupes, et surtout des jeunes qui sont en recherche de modèles et qui aimeraient être bien structurés pour pouvoir avancer. Maintenant, les journalistes, les médias, dans cette conjoncture, ont une lourde responsabilité en ce qui a trait à la dignité humaine, voire à la pacification du territoire national. Merci beaucoup. Voilà, merci professeur Toussaint pour l'exposé. Merci aussi au docteur Michelot pour avoir soutenu l'échange. Merci d'avoir attiré l'attention des journalistes sur
évidemment, et aussi des scientifiques, parce que quand même, il y a des journalistes, des chercheurs qui peuvent être attirés par ce phénomène donc, que vous venez d'exposer. Et le cas de la mairie du Cap-Haïtien, deuxième ville du pays, entre guillemets, dans le cadre de sa gestion de la cité, hein, de son mode de gouvernance dans le contexte du numérique, la manière de s'adresser aux citoyens globalement en utilisant les réseaux sociaux et on a pu constater que ce sont des citoyens eux-mêmes qui essayent de relayer le message et qui essaient de relayer comment la mairie intervienne, comment la mairie expose je dirais, son information, alors que les journalistes, ils sont plutôt, ils gardent un certain mutisme par rapport à ça. Il n'y a pas vraiment un débat et dans les médias traditionnels par rapport à cette question, si je comprends bien aussi. Donc, aux journalistes, aux influenceurs de prendre la balle au bon pour aller fouiller encore plus, pour aller plus loin dans le cadre de leur travail. Merci d'inviter les journalistes à agiter cette question dans l'espace public encore plus et peut-être ailleurs aussi pour voir ce que les autres mairies, ce que d'autres municipalités font ailleurs, c'est-à-dire que ce soit dans l'Artibonite ou dans les autres départements du pays. Donc c'est important de souligner ce genre de cas qui peuvent, je dirais, fouetter l'orgueil ou bien qui peuvent attirer l'attention des médias pour qu'ils puissent assumer leurs responsabilités, en tout cas les journalistes, pour qu'ils puissent assumer leurs responsabilités par rapport à la société. Pour finir, j'aimerais peut-être que le recteur Sistanis puisse annoncer et enfin puisse placer les mots de fin et annonce les ateliers de formation en présentiel dans le cadre de ce programme. Et merci encore à nos intervenants. Le recteur Sistanis, vous pouvez placer un mot pour annoncer les ateliers, les formations qui arrivent. Alors, j'ai la parole, c'est ça? Oui, oui, rapidement. Ah, oui, bon. Là, il faut dire que le débat est tellement intéressant. On a l'impression qu'on ne veut pas se séparer. Donc, du coup, il y a tellement... et c'est tellement intéressant, il y a tellement de points à débattre. Mais quand même, il faut aussi dire qu'à toute bonne chose, il faut quand même la fin. Il faut préciser que c'est un lancement en deux parties. Il y a cette première partie virtuelle aujourd'hui avec les différents partenaires et intervenants, mais ça va continuer demain et ce sera une deuxième journée de lancement à l'UNM, Université Nelson Mandela. Donc, j'aurai à intervenir, donc, à traiter l'aspect régulateur de la question des médias en ligne. Il y a aussi Fares Jérôme qui aura à intervenir. Donc, ce sera une journée et quand même, il y aura beaucoup d'activités. Donc, de 9h jusqu'à 16h. Et donc, du coup, et déjà, on invite les étudiants, les participants se trouvant dans la commune de Delma ou bien à Port-au-Prince. Donc, ceux qui sont en province pourront regarder ça encore et à travers en ligne. Mais les étudiants qui sont présents à Delma, qui sont dans la zone environnante, ils peuvent venir à l'UNM pour assister à cette deuxième journée de lancement de cette formation et un rapport au renforcement des capacités des médias. Donc voilà, si ça a été intéressant. Donc on se donne rendez-vous pour demain pour la deuxième journée de lancement de cette formation qui sera en présentiel à l'UNM. Merci à toutes et à tous. Merci, Maître Sistanis, Jean-Ronel, pour vos mots de clôture. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous venons de lancer le programme de renforcement des capacités médiatiques pour la gouvernance démocratique en Haïti, une initiative du Centre d'études interdisciplinaires sur les médias en Haïti, réalisé en partenariat avec l'Université Nelson Mandela d'Haïti et rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Québec par l'intermédiaire du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Je rappelle que cette deuxième cohorte va réunir des journalistes, des professionnels de médias, des étudiants, des acteurs de la communication, des influenceurs aussi et d'autres blogueurs, d'autres citoyens qui veulent, en tout cas citoyens qui exercent dans les médias, qui veulent renforcer leurs compétences médiatiques au service de la démocratie, la liberté de la presse et surtout de la bonne gouvernance en Haïti. Merci aux représentants
du gouvernement de Québec qui ont été présents avec nous. Merci aux invités d'honneur qui ont été là. Merci, recteur Sistanis. Merci à Jean-Claude Louis de Panos Haïti. Merci au professeur Hérol Toussaint pour son exposé. Merci à Madame Marie-Josée Audet particulièrement. Et merci à tout le monde. Et j'espère qu'on va vous rencontrer. On va se revoir dans une prochaine activité, évidemment. Et en tout cas, succès à tous les participants. Et puis, on va se battre, on va continuer à se battre pour pour fonctionner mieux dans l'environnement médiatique, pour avoir un environnement médiatique de qualité, qui fonctionne bien, comme l'aurait voulu le professeur Toussaint. Merci à tout le monde, merci à nos participants. On se voit à une prochaine activité.